Merci de nous rester fidèles. À Bamako, il est 9 heures. Le journal Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. Face à face, gouvernement, société civile, cela s'appelle cadre de concertation. Au menu, les modalités du vote des réfugiés et des déplacés internes. Nous ferons le point avec Aridou Matina. Le gouvernement au chevet des blessés du cadre de la compagnie DC Transport qui a été victime d'une attaque sur la route nationale numéro 15 entre Badangara et Sévaré. Deux membres du gouvernement étaient hier à Mopti. À suivre la page des sports avec Famoulou Djourté. Les juniors maliens jouent cet après-midi au Rwanda contre les homologues. Et ce duel entre les porteurs d'uniformes, nous sommes bien dans le chapitre championnat national de Ligue 1. Un duel qui a tourné à l'avantage de l'ISFAS qui a battu l'As Police 1-1. Oui, 1-0. Donc la victoire de l'ISFAS. À suivre également le dossier culture qui nous fera voyager dans l'univers Bambara avec des proverbes. Rendez-vous en fin de journal avec Cheikh Omar Sangaré et Apollinaire Daou. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement. Tout de suite, les détails. Oui, cadre de concertation nationale entre le gouvernement et les organisations de la société civile sur les modalités du vote des réfugiés et des déplacés internes. En initiant ce cadre d'échange, le gouvernement souhaite recueillir les propositions en vue d'apporter des solutions au vote de nos compatriotes réfugiés et déplacés internes. Les organisations de la société civile acquises à la cause nationale ont salué cette démarche inclusive du gouvernement. Le point avec Aridou Matina. L'un des défis majeurs dans l'agenda des autorités de la transition est l'organisation des élections crédibles et apaisées. Et cet important challenge doit nécessiter l'adhésion et la participation de tous les Maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur, même ceux qui ont quitté leur lieu d'origine à cause de la crise. Justement, concernant le sujet, il est déjà pris en compte et est largement analysé lors de cette concertation nationale entre le gouvernement et les organisations de la société civile. Au centre des échanges de ces prises en cadre, les modalités d'organisation du vote des réfugiés et des personnes déplacées internes. Colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. La tenue régulière de ce cadre de concertation prouve à suffisance la volonté de nos plus hautes autorités d'organiser des élections libres, transparentes et inclusives. Ces déplacés sont présentement dans des sites d'accueil ouverts dans le district de Bamako aux différentes régions comme Mopti, Tombouctou, Gao, Ségou, Menaka et Kidal. Quant aux réfugiés, nous le savons, ils sont installés majoritairement dans des pays voisins comme le Burkina Faso, la Mauritanie et le Niger. Et si aucune solution n'est trouvée à cette situation, bon nombre de personnes déplacées et des réfugiés ne pourront accomplir leurs devoirs citoyens lors des scrutins décisifs à venir. C'est pourquoi le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation a souhaité organiser cette concertation avec les organisations de la société civile pour recueillir des propositions. Il y va de l'inclusivité du processus électoral, si cher à nos plus hautes autorités, notamment à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Les organisations de la société civile, déjà saisies à travers une correspondance comportant des synthèses de propositions, se félicitent de la concertation et proposent par la même occasion quelques aspects visant à améliorer l'organisation du vote des réfugiés et des déplacés internes. Youssouf Sissé, représentant de l'AMDH. C'est toujours une bonne chose qu'il y ait un cadre de concertation. Ça permet d'aplanir les choses. Donc, au niveau de l'AMDH, nous avons fait des propositions. Par exemple, tenir compte de la descendance ou de l'ascendance du réfugié, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent dire qu'ils sont réfugiés. Si on ne cherche pas à savoir si c'est la réalité, on pourrait se retrouver avec des gens qui ne sont pas en état de voter. Donc on aurait souhaité que l'on puisse remonter jusqu'à la source pour voir si effectivement ce sont des réfugiés maliens. Ahmed Sekou Diallo, représentant de la Fédération des collectifs d'ONG. Les déplacés internes sont des personnes, sont des Maliens, donc important de les inclure dans le vote, quelque chose qui est fondamental, c'est un de leurs droits. Maintenant, la pratique, c'est ce qui est un peu difficile, parce qu'il faut passer à leur recensement. On va trouver qu'il y a beaucoup qui ont des problèmes d'état civil, des pièces d'identité et d'autres
papiers indispensables pour aller au vote. Donc il faut s'y prendre à temps. Aïché Baba Keïta, président de la Forçat civile. La Forçat civile et beaucoup d'autres associations de la société civile avaient reçu une lettre pour faire des propositions dans ce sens-là. Des propositions pour comment on peut les aider à organiser ou à leur donner des idées pour organiser le vote des réfugiés à l'interne tout comme à l'extérieur. La Forçat civile a fait des propositions. Ces propositions ont été prises en compte certainement et nous sommes très heureux du cadre de concertation entretenu avec le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Ça prouve qu'ils sont déjà à l'écoute de la société civile. D'ores et déjà, les organisations de la société civile partagent plusieurs synthèses de propositions, à savoir le recensement des réfugiés et des déplacés internes, l'identification des sites de concentration et la création des bureaux de vote au niveau des différents sites. Le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions dans l'espace universitaire, Ibrahim Icassa Maïga, a présenté aux étudiants et aux professeurs les différents axes du cadre stratégique de la refondation de l'État et son plan d'action pour la période 2022-2031. On fait le point avec Fademba Keïta. Face aux enseignants-chercheurs, aux étudiants et hommes des médias, le ministre de la Refondation précise que le cadre stratégique de la refondation de l'État et son plan d'action 2022-2031 mettent en exécution les 517 recommandations des ANR, Assises nationales de la refondation. Ces recommandations, devenues ipso facto des actions gouvernementales, cadrent parfaitement avec le plan d'action du gouvernement de la transition adopté en août 2021. Ibrahim Icassa Maïga, ministre chargé de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions. Il s'agit d'expliquer aux Maliens ce que le gouvernement, sur la base de son engagement, a donné corps aux attentes du peuple, exprimé lors des assises, est en train de faire en termes de devoir de redevabilité par justement l'application des actions prioritaires. Ce volumineux document dont le visuel de la couverture traduit la symbolique de la vision de la refondation de l'État est bâti autour de 5 axes stratégiques. En premier lieu, les questions de gouvernance et de réforme politique et institutionnelle. En second lieu, les questions de défense, de sécurité, de paix et de cohésion nationale. En troisième lieu, les questions de croissance économique et de développement durable. En quatrième point, les questions justement de capital humain, de genre et d'inclusion sociale. Et en dernier lieu, les questions de jeunesse, de sport, de culture, d'artisanat, mais aussi de construction citoyenne, de tourisme aussi. Cependant, des interrogations à savoir comment appliquer avec patriotisme le contenu du dit cadre et la place de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger dans la refondation ont été soulignées. Ibrahim Icassa Maïga. L'État du Mali l'a signé, l'État du Mali doit continuer à assumer. Sauf que rien de l'accord ne doit appliquer s'il ne respecte les 4 principes que l'accord même énonce. 1. L'unicité du Mali. 2. La souveraineté du Mali. 3. L'intégrité du territoire national du Mali. Et 4. La forme républicaine et laïque de l'État du Mali. Tout ce qui viole ces principes ne pourra s'appliquer de l'accord. Fatoumata Sékou Diko, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et institutionnelles. Sans texte, c'est le chaos. Ce sont les textes qui permettent d'encadrer le fonctionnement et des services et aussi de surveiller l'action des hommes qui sont chargés d'animer l'administration, la société civile et même les familles. Une large appropriation du contenu du cadre stratégique est l'exercice primordial auquel s'attelle le département de tutelle. C'était une attaque lâche et barbare, s'attaquer aux paisibles citoyens. Le drame s'est produit sur la RN15 entre Badjangara et Sévaré. Un car a sauté sur un engin explosif faisant des victimes. 2 membres du gouvernement étaient hier à Mopti pour apporter le message de soutien et de compassion des autorités de la transition aux familles des victimes. On fait le point avec Omar Maïga. Après l'attaque d'un bus sur la route nationale 15 entre Tilé et Songo dans la commune rurale de Doukombo, dans la région de Banyangara, qui a fait des morts et des blessés et d'importants dégâts matériels, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et le ministre délégué en charge de l'action humanitaire et de la solidarité des déplacés et des réfugiés se sont rendus à l'hôpital Somino Dolo de Sévaré pour apporter le message de soutien et de compassion des plus hautes autorités de la transition. Général de brigade Daoud Ali Mohamedine,
ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Nous sommes là sur instruction du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Donc présenter nos condoléances aux familles et par la même occasion présenter aussi les prompts rétablissements aux blessés. Nous voyons que ça s'améliore, il y a déjà certains blessés qui sont rétablis, qui sont sortis. C'est l'occasion aussi de remercier le directeur général de l'hôpital et toute son équipe. Cet acte est un acte barbare, ignoble. Et nous demandons à la population de continuer toujours à soutenir les forces de défense et de sécurité en termes de renseignement, parce qu'aujourd'hui, c'est avec le renseignement qu'on peut gagner en amont, qu'on peut anticiper certaines choses. Pour renforcer la détermination des forces armées et de sécurité à garantir la libre circulation des personnes et de leurs biens, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et le ministre délégué de l'Action humanitaire ont rencontré le haut commandement de la 6e région militaire au camp Amadoun Bokari Bari d'Ibalobo de Sévaré. Mopti Oumar Meiga et Suleiman Tepsigé pour l'ORTM. À 9h10, nous ouvrons la page des sports de cette édition avec Famourou Djourté. Bonjour. Bonjour, Mohamed Dara. Football, les moins de 23 ans, les EG donc jouent ce samedi après-midi contre leurs homologues du Rwanda. Oui, exempté du premier tour, le Mali entre dans la danse des éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans ce samedi à 13h GMT contre le Rwanda. Le coach Alou Badra Diallo et ses joueurs doivent faire un bon résultat en déplacement avant la manche retour le 29 octobre ici à Bamako. Sur les 23 aigles sélectionnés, on compte 19 joueurs locaux et 4 expatriés. Oui, championnat national de Ligue 1, le duel entre les porteurs d'uniforme l'USFAS et l'AS Police a donc tourné à l'avantage de l'USFAS qui a battu l'AS Police par le score de 1-0. Oui, après sa défaite 2-0 contre Binga FC lors de la première journée, l'USFAS s'est relancé ce vendredi soir en ouverture de la deuxième journée. Les USFASiens ont pris le maire sur les policiers par 1-0. L'AS Police enregistre du coup sa première défaite en championnat cette saison. L'équipe de la police avait battu celle de Kita 1-0 lors de la première journée. Kita qui accueille d'ailleurs cet après-midi Binga FC au compte de la deuxième journée. Le reste des rencontres, 6 au total, sont reportés à une date ultérieure en raison de l'absence de plusieurs joueurs dans les clubs au profit des équipes nationales. La Chambre de résolution des litiges de la FIFA a lourdement sanctionné le Oroyan AC et son attaquant Yacouba Nyanyabari. Quelles sont les raisons? C'est là à cause d'un conflit opposant le Oroya AC au Kevili Rouen et Santoba FC. Si la sentence du joueur est une interdiction d'exercer le football pendant 4 mois, celle de son club est plus sévère. Le club champion de Guinée est interdit de recrutement pendant 2 saisons au niveau national et international et est soumis au paiement d'une amende de 92 250 €, soit 39 645 000 francs CFA environ, près de 900 millions de francs guinéens. Avant fin novembre 2022, la cause de cette lourde sentence remonte en août 2021, selon le média Mosaïque Guinée, alors que Yacouba Bari, qui évolue sous les couleurs du Oroya AC, niait tout engagement avec un autre club. Le Kevili Rouen Métropole a voulu rétablir la vérité. Le club français de deuxième division a indiqué que Yacouba Bari s'est bel et bien engagé avec sa formation depuis le mois de juillet 2021 pour la saison sportive 2021-2022. Kevili Rouen et Santoba FC, un autre club guinéen, ont par la suite saisi la FIFA contre le joueur et le Oroya AC. Toutefois, le Oroya AC a 21 jours pour interjeter un appel aux différentes sanctions de la FIFA. Le stade malien de Bamako est déjà dos au mur dans les éliminatoires du Basketball African League. Oui, logé dans le groupe A, les Blancs de Bamako ont été battus d'entrée 66-54 par les Ivoiriens d'Abidjan Basket Club ABC. Dans le second match du groupe, Elan Coton BC du Bénin a pris le dessus sur Nigelect BC du Niger 75-65. Leader du groupe A, Abidjan Basket Club croise ce samedi Nigelec Basket Club 3e à 15h30. Une victoire qui pourrait rapprocher les champions de Côte d'Ivoire de l'élite 16. Un peu plus tôt, à 13h, Elan Coton BC, 2e au classement, sera aux prises avec le Stade malien de Bamako, 4e. Les Béninois peuvent aussi faire un pas vers le second tour des éliminatoires de la balle. Quant aux Blancs de Bamako, ils n'ont plus droit à l'erreur s'ils veulent voir l'élite 16. La 3e et dernière journée se joue demain dimanche. Les 2 premières équipes se qualifient pour l'élite 16. Et je rappelle que le groupe A est basé à Niamey au Niger et le groupe B à Antananarivo à Madagascar.
Champion d'Afrique en titre, le Sénégal remet en jeu sa couronne continentale à l'occasion de la CAN Beach Soccer 2022 qui se déroule au Mozambique. En effet, 6 sachères sont aux trousses des redoutables Lions du Sénégal. Elles étaient initialement 8 nations en lice et elles ne seront finalement que 7 présentes au Mozambique pour prendre part à la CAN de Beach Soccer 2022 après le retrait du Nigeria, 2 fois champion d'Afrique. En match d'ouverture ce vendredi, le Mozambique a battu le Malawi par 4-2. La 11e édition de la CAN de Beach Soccer se tient du 21 au 28 octobre 2022 au Mozambique. Et si le Sénégal, 6 fois champion d'Afrique et triple tenant du titre et en 9 participations fait figure de favori de la compétition, les Lions de la Teranga doivent prendre très au sérieux le Mozambique, pays hôte, médaille d'argent de l'édition 2021 et le Maroc. Outre le Mozambique et le Maroc, Madagascar, champion en 2015 contre toute attente, et l'Égypte demi-finaliste peuvent aussi tirer leur épingle du jeu en s'appuyant sur leur vécu dans cette compétition. L'Ouganda et le Malawi sont a priori les petits poussés de la compétition. Les 2 premiers de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales. Et on termine avec quelques affiches des championnats européens ce week-end. Des rencontres alléchantes à couper le souffle. Chelsea-Manchester United sera l'attraction de ce week-end. Les 2 formations vont en découdre ce samedi à 16h30 GMT à Stamford Bridge pour le compte de la 13e journée de la Premier League. Les 2 équipes sont au coude à coude au classement. Chelsea 4e compte 6 victoires et Manchester United est 5e et a enregistré autant de succès. Manchester United et Chelsea ont également marqué le même nombre de buts depuis le début de la saison. Ils totalisent 15 buts chacun. En Espagne, le Real Madrid reçoit ce soir à 19h le FC Séville dans le cadre de la 11e journée de la Liga. Et alors qu'il était annoncé blessé en raison d'un pépin physique à l'entraînement, l'attaquant français et Ballon d'Or 2022 Karim Benzema est bien présent dans le groupe merengue. Autre bonne nouvelle pour l'entraîneur merengue Carlo Ancelotti, le retour de son international belge Thibaut Courtois, absent depuis fin septembre en raison d'une sciatique contractée lors de la dernière trêve internationale. Le groupe du leader après 10 journées est donc au complet pour affronter la formation andalouse et continuer ainsi sa série d'invincibilité en championnat. Ce week-end, les yeux seront aussi rivés sur l'Italie avec le choc Roma-Naples. Ce dimanche 23 octobre à 18h45 GMT pour la 11e journée de la Série A. Leader avec 26 points, les Napolitains n'ont enregistré que 2 nuls contre 8 victoires. La Roma n'a gagné qu'un seul de ses 8 derniers matchs contre Naples. Naples a aussi la meilleure attaque de la Série A jusque-là avec 25 buts. Le club a marqué avec 15 joueurs différents depuis le début de la saison. La Roma est prévenue, elle qui n'a inscrit que 13 buts. Et enfin, la Ligue 1 française offre aussi une belle affiche. Lille reçoit Monaco ce dimanche. Monaco 6e et Lille 7e devront livrer un match palpitant. Malgré une saison en dents de scie, le club monégasque pourra compter sur son attaquant Wissam Ben Yedder, actuel meilleur buteur du championnat français avec 9 buts en 11 matchs. Lille est donc prévenu. Une page de sport bien fournie. Merci bien, Famrouk Dourtier. La suite dans une poignée de secondes. Chronique culture et société. Et nous vous invitons dans un voyage dans l'univers Bambara. Nous vous parlons notamment du proverbe chez les Bambara, une richesse dialectale très importante et dans le Bamanakan et pour l'homme Bamana. Le dossier est une réalisation de Cheikh Omar Sankari. Un proverbe est une formule langagière courte et imagée de portée générale et qui contient une morale, une expression de sagesse populaire ou une vérité d'expérience que l'on juge utile de rappeler. Il vise le plus souvent à exprimer un conseil populaire, une maxime. On l'appelle Ndale en langue bamana. Bakari Diarra, écrivain-chercheur. Nous sommes fiers d'avoir une variante dialectale très riche. Mais le socle de la langue, c'est les proverbes et les adages. Si la parole est d'or, le silence a aussi son pesant d'or en milieu bamana. Voilà pourquoi les proverbes, avec leur style bref et métaphorique, sont très sollicités. Eh bien, en milieu bambara, tout se faisait par les proverbes. Parce que vous savez, même les récits mythiques du Coumon, tout est proverbe. Dans les récits mythiques du Corée, tout est proverbe. Et c'est des constructions on ne peut plus riche. En général, un proverbe naît de façon improvisée et évolue avec le temps. C'est pourquoi il est difficile de lui attribuer un auteur. Cependant, ce sont les maîtres de la parole qui le portent haut. Les griots de Ségou, leur inconscient fabriquait des proverbes et des adages d'une dimension poétique
incroyables dans la langue bamananga de Ségou. C'est des choses qui construisent nos comportements. C'était la morale publique. Tout de suite, il y a un conflit dans la famille. Un voisin vient et dit un proverbe. C'est à partir de ce proverbe-là, que tout le monde se replie. De tous les temps, les proverbes ont guidé et continuent de guider nos pas et harmoniser notre vision du monde. L'universel écrit n'est pas au-dessus du savoir autochtone. Seulement c'est écrit. Hegel l'a dit, l'homme en tant que tel cherche à être reconnu dans la société. Et cela se produit souvent dans une lutte à mort. Mais à Bamananga Fleni, Daroka Boni Joroy, n'a pas oublié que nous va Jorono. Il y avait deux amis. L'un était très pauvre. Il avait de la peine à trouver de la nourriture pour sa famille. Un jour, il est parti chez son ami qui était riche. Il lui a donné 40 coris. Mais quand il sortait, il a entendu son ami qui lui a donné ça, le discréditer. Il est retourné sur le champ. Il dit, mais tu reviens encore? À quoi je reviens te remettre tes 40 coris? Et il lui a dit, pourquoi? Il dit, non, me donner un bélier dans la discrétion vaut mieux que tu me donnes un taureau dans l'humiliation. Parce que avant nous étions interpellés par le sens de l'honneur, le sens de la dignité. Personne ne blaguait avec sa dignité. Les proverbes et les adages sont des piliers du Bamanankan et il y en a à revendre comme cet autre qui dit, je cite, « Chaque filet d'eau a son chemin ». Autrement dit, « Ji bena temestra d'eau ». Fin de citation. Merci bien, Chakmar Sangaré, et c'est ce qui met fin à cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours des Abs Traoré à la mise en œuvre. Coordination éditoriale Ousmane Dao, mise en ligne Tamsir Diabaté. Retrouvez cette édition sur nos différentes plateformes digitales avec donc toute notre équipe. Merci d'avoir été de notre passé. D'excellents moments en compagnie des programmes de l'ORTM. Au revoir.